J'avais parlé d'un bonus à mes épisodes spéciaux Shakespeare et Star Wars et je tiens toujours mes promesses même quand ça met du temps. Et donc ce sera cette version alternative de Hamlet avec dans le rôle titre, pas de Hamlet du coup mais d'Ophélie, Daisy Ridley qui venait alors tout juste de percer dans le rôle de Ray. Donc si ça c'est pas un bon complément, alors je sais pas ce que vous voulez hein. Et je sais que certaines attendaient cet épisode, donc j'espère que cela leur fera plaisir. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Je commence par faire un coucou spécial à Break, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube ou sur AO3 dans des fanfics Relo, et qui m'a subtilement plusieurs fois demandé de parler d'Ophélie, film de 2018 réalisé par l'Australienne Claire McCarthy, avec donc Daisy Ridley. Si vous êtes Relo et n'avez pas vu ce film, en fait, vous le connaissez, étant donné le nombre de manips et crossovers que les images de ce film ont pu générer pour notre plus grand bonheur, pour des clips ou des moodboards de version alternative et fanfic postulant Kylo et Rey en mode médiéval. Et le fait est que le film est plaisant à l'œil, comme l'actrice qui est très cinégénique et très mise en beauté dans un blond vénitien médiéval, mais également comme le film dont l'ambiance et la photo sont clairement les plus grandes réussites. J'ai des choses très positives à dire sur ce film, je le dis d'entrée de jeu, sur son esthétique et ses intentions, mais pour autant il y a des choses qui me posent problème, sans que ça m'empêche de dormir la nuit, je vous rassure, et qui sont, ma pauvre dame, décidément toujours ancrée dans l'air du temps, on va dire, mais je crois qu'on n'en sortira pas, et puis c'est tout. Il va falloir se faire une raison, je crois. Le film est une adaptation du roman de Lisa Klein de 2006, du même titre Ophélie, dont le projet est de proposer à la première personne le point de vue de la triste petite copine de Hamlet, et attention subversion, non seulement insister sur le fait qu'on ne la connaît pas vraiment, ce qui n'est pas faux, mais aussi de lui donner une échappatoire inattendue, puisque loin de périr folle et noyée, la mistinguette va blouser son monde et manigancer sa sortie de scène. S'intéresser à un perso secondaire n'est pas nouveau, et même je dirais un procédé particulièrement chéri par de nombreux auteurs féminins. J'ai presque envie de dire que c'est de l'ordre du female gaze de prendre une histoire connue vue du point de vue d'un personnage secondaire ou d'un personnage incompris, féminin, mais pas que. Le premier exemple qui me vient en tête, et qui est parmi les pionniers de cette démarche féministe, n'ayons pas peur de le dire, et je vais expliquer en quoi juste après, serait peut-être La prisonnière des Sargasses de l'autrice Jean Rice, parue en 1966, et qui raconte l'histoire d'Antoinette, la folle dans le grenier, et première Madame Rochester dans le roman Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je souligne d'ailleurs tout de suite la directe parenté dans la démarche entre cette œuvre, visant à comprendre un personnage féminin classifié comme folle dans un contexte, allons-y franco, patriarcal et colonialiste d'aucuns diraient aujourd'hui, et lui redonner une histoire, une voix, une dignité, voire des excuses qu'elle n'a pas dans le texte original qui fait d'elle un monstre nymphomane et meurtrier, et donc la démarche de Lisa Klein qui elle aussi redonne une voix, de l'empouvoirment, il faut ressortir les termes, n'ayons pas peur, à un personnage extrêmement secondaire et mineur de Shakespeare. Et oui, parce que si on la connaît Ophélie, c'est quand même 20 minutes de texte et de présence sur 4 heures de pièce. Mais paradoxalement, elle est devenue une icône et un mythe moderne à elle toute seule, notamment par son traitement à l'époque romantique, puis victorien, la femme séduite et abandonnée, la muse, l'érotisation de l'innocence, et il y a beaucoup de choses qui vont venir se greffer sur Ophélie et son parcours dans la pièce. Alors, en quoi s'intéresser aux personnages secondaires ou aux vilains incompris s'inscrit dans une démarche féministe? Raison de sympathie évidente pour les autrices comme pour les lectrices, d'une part parce que exclus longtemps officiellement du processus décisionnaire et à la participation à la vie publique, les femmes vont naturellement s'identifier à des persos qui regardent passer l'histoire plutôt qu'à y participer, et parce qu'elles savent aussi que beaucoup de choses importantes se trament dans les salons, les couloirs, les antichambres et les chambres à coucher pour que l'action principale puisse se dérouler. Comme au théâtre, ce qui se passe dans l'ombre des coulisses est essentiel pour que le spectacle puisse se jouer en pleine lumière. Donc, ce que peuvent voir des persos secondaires, mineurs, comme les femmes d'eux, les filles d'eux, les domestiques, etc., ça parle aux femmes, parce que ça a été longtemps leur place et leur lot. Pendant que certains jouent le premier rôle, les autres observent et commentent ces radios potins en pleine action. Et puis par ailleurs, un perso relativement obscur ou peu développé donne plus de liberté et de marge de manœuvre à l'auteur, qui peut donc jouer avec un roman célèbre ou une période historique sans totalement le trahir ou le retconner. D'ailleurs, sans parler spécifiquement d'autrice, j'insiste sur le fait qu'il faut parler d'un regard féminin, car de nombreux auteurs masculins utilisent également ce procédé. Et on peut très bien être un homme et avoir un regard féminin, comme on peut être une femme et avoir un regard masculin. En tout cas, j'insiste
j'insiste sur le fait que pour moi, c'est un procédé classique de regard féminin. Quant au cas de la version d'un méchant ou d'une méchante, ou de la réappropriation de l'histoire par un méchant ou une méchante, comme c'est le cas finalement aussi dans La prisonnière des Sargasses, c'est également un effet de sympathie puisque Dieu sait si de nombreuses femmes se seront fait taxer dans la vraie vie d'hystériques, se seront fait moquer sur leur lubie et leur bizarrerie, ou auront été vues comme anormales ou folles alliées par le corps médical ou la société. Suffragettes, intello, lesbiennes, femmes libérées ou en demande de libération, garçons manqués, dépressives, postpartum et autres souffrant d'endométriose, on en aura enfermé, un gavé de traitements, lobotomisé, bref, j'en passe et des meilleurs. Cette femme est folle, l'expression s'est appliquée à tout et n'importe quoi en termes de symptômes, et donc du coup, logique que de nombreuses autrices aient voulu contester ou reconsidérer un personnage féminin présenté d'entrée de jeu comme fou ou antagoniste dans une histoire. Davantage encore quand l'histoire était narrée par un homme. C'est pas systématique, mais davantage. Je dirais même que ça pourrait être une des nombreuses raisons du succès de certains persos de méchants, héros byroniens ou villainous crush, quand ils sont des personnages incompris ou victimes d'une société qui les a rejetés dans les marges. Pour des autrices qui elles-mêmes ont l'impression d'être marginales ou folles dans une société où leur envie d'écrire ou vivre de leur plume et être indépendante est considérée comme une aberration, la sympathie pour tout personnage considéré comme fou ou dangereux va s'imposer presque d'elle-même. J'ai cité La prisonnière des Sargasses, mais on a plein d'exemples en fait, ça semble cliché et évident aujourd'hui, mais pensez à Philippa Grigori qui s'intéresse à ces reines qui ne sont d'habitude que des pondeuses en notes de bas de page dans les manuels d'histoire, à Marion Zimmer Bradley et la légende arthurienne vue du côté des persos féminins, au roman sur Aliénor, bref, ça manque pas, vous en avez plein votre musette. Et puis je dirais que c'est un procédé évidemment classique de fanfic, une bonne école pour de nombreux écrivains que d'aller inventer une suite ou faire une version alternative ou s'intéresser à des persos secondaires dans une œuvre, et j'ajouterais même que pour moi, toute œuvre qui vient s'appuyer sur des persos et une intrigue d'un autre auteur, dont le bouquin de Jean Rice d'ailleurs, tient forcément de la fanfic. C'est s'approprier, rendre hommage ou fantasmer autour d'une œuvre ou de personnages, les « et si ça s'était passé comme ça » ou « si j'avais pu moi raconter cette scène autrement ». Et donc j'en reviens au perso d'Ophélie et à l'adaptation du bouquin par la réalisatrice Claire McCarthy. Des versions alternatives d'Hamlet, il y en a un paquet, et donc forcément d'œuvres tournant autour d'Ophélie aussi. Donc c'est pas la première, ce sera pas la dernière. Le perso fascine, je l'ai dit, d'autant plus qu'elle nous échappe parce qu'elle vit largement en fait en dehors du texte de Shakespeare. L'image d'Ophélie se noyant au milieu des fleurs avec aux lèvres un dernier chant hermétique mais riche en symbolique est devenue tellement emblématique qu'on le retrouve dans des œuvres n'ayant pourtant rien à voir avec la pièce de Shakespeare, comme l'affiche du Mélancolia de Lars von Trier ou le clip de Where the Wild Roses Grow de Nick Cave et Kylie Minogue. Dans une approche féministe, Ophélie est l'icône idéale de la violence patriarcale réduisant le corps féminin à un objet de transaction, un appât, une commodité consommable et aussitôt jetable, d'autant plus touchante et poignante que sa folie et son suicide peuvent représenter une tentative de sa part de réappropriation de sa voix et de son corps. Dans ses crises de folie, Ophélie peut dire, comme le fou du roi, ce qui lui chante sans conséquence, et en se suicidant, elle décide de son destin et échappe à des mariages arrangés ou à un enfermement au couvent. Encore que là aussi ça se discute, puisqu'en fin de compte son suicide est décrit comme un accident et que même après sa mort, le corps de la pauvrette est encore disputé âprement comme un bout d'os par les deux hommes principaux de sa vie que sont son frère Laërte et son amant Hamlet. Néanmoins, même si la mort d'Ophélie se passe hors champ, il est quand même notable que Shakespeare ait choisi de le faire raconter non par un homme mais par une femme, la reine, créant en quelque sorte un chœur de la voix des femmes trompées, manipulées, séduites et détruites par les hommes, dont la reine fait partie. Allant plus loin que Shakespeare, où il faut quand même lui accorder que c'était en germe, sororité et donner aux femmes une voix pour raconter leur histoire alors qu'elles ne jouent que les utilités dans la version des hommes, tel pourrait donc être le projet de Lisa Klein avec son Ophélie, et il l'est en effet, et me direz-vous, c'est pour ça que le bouquin allait forcément faire de l'œil à une adaptation ciné. Sans doute, mais sauf que l'Ophélie de 2018 n'a plus grand chose à voir avec l'Ophélie de Lisa Klein en 2006, et c'est peut-être ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, mais je vais en reparler. J'en reviens d'abord à quelques rapides considérations sur la prod du film. Comme je l'ai dit, le film est visuellement très attirant, avec des costumes absolument somptueux de l'italien Massimo Cantini Parini, des décors tournés en République tchèque et non au Danemark, mais qui te rendent bien une atmosphère bucolique médiévale, de jolis thèmes musicaux et chants, une belle photo et des acteurs globalement bons, même si j'aurais une note particulière à émettre à ce sujet. Clairement, c'est un bijou esthétique, un écrin pour ces deux actrices principales, Daisy Ridley et Naomi Watts, avec des références dans la palette et le style
style à une interprétation du Moyen-Âge et des pièces de Shakespeare par le biais de mes adorés chouchous d'amour préférés peintres pré-raphaélites entre Waterhouse, Millet ou Rossetti. Déjà dans le fait d'avoir non une Ophélie blonde, ce qu'elle est souvent conventionnellement dans la plupart des adaptations et accessoirement dans le roman de Lisa Klein, mais plutôt une nymphe aux cheveux châtains, blond vénitien, couleur plébiscitée par les pré-raphaélites justement. Et puis il y a un effort de symbolique soigné et bien soutenu sur l'ensemble du film qui matche parfaitement avec les pré-raphaélites d'une part et de l'autre avec les thèmes associés à Ophélie par Shakespeare. Bon, les fleurs et l'eau, vous vous en doutez, auquel le film va ajouter les oiseaux, mais tout cet effort de symbolique est un crédit que je vais donner au film et la raison pour laquelle il est visuellement marquant et agréable à regarder. Il y a un langage visuel dans ce film qui est bien foutu et intelligent. Alors vous me direz, je n'ai pas fait le pitch, mais c'est parce qu'à ce point ça me paraît tellement évident. Et donc pour résumer, s'il faut résumer, c'est l'histoire d'Ophélie par Ophélie, souvent sur sa mort emblématique dans la flotte, avec prise de parole et d'autorité narrative, qui va donc raconter à partir de son arrivée au château d'Elseneur avec son papa et son frère, son histoire assez brève, si on considère qu'en théorie la môme est censée mourir aux alentours de 16 ans, qui va la faire passer deux garçons manqués dans les couloirs à suivante de la reine, en tournant autour de son amourette avec les beaux œufs d'omelette, et comment elle va se sortir, surprise, mais pas vraiment vu que c'est elle la narratrice, de la pétaudière de l'ambiance pourrie du royaume du Danemark. La fin, je me la garde bien au chaud pour vous la commenter, vous inquiétez pas. Ce que la symbolique fait bien, c'est donc autour des thèmes de la nature et de l'artifice, du simulacre et du réel, du dedans et du dehors, et évidemment la mise en avant des thèmes d'Ophélie. Si elle maîtrise le langage des fleurs, c'est parce qu'elle a de l'éducation, lit des bouquins, se rencarde auprès d'une sorcière qui s'y connaît en plantes médicinales, un classique, et entre Hamlet qui l'appelait nymphe et sa fin dans la flotte au fond des bois, on va coller plus d'une fois la nénette dans l'eau, soit qu'elle se baigne dans le lac, soit qu'elle porte principalement des vêtements de couleur bleue. Et puisqu'Ophélie est une mythologie moderne, on va également lui coller en pendant une référence au bain de Diane, mais ce point aussi, je vais vous l'expliquer plus tard, et il est mentionné en effet dans le bouquin. L'éducation de la fille est aussi dans le bouquin, mais clairement le langage visuel, costume et décor est propre au film en lui-même, ainsi que les scènes récurrentes de nuées d'oiseaux ou murmurations, c'est un joli mot alors je le place, qui reprennent en fait de manière très libre un passage du roman où Ophélie se plaint d'être un oiseau en cage à la cour d'Elseneur. Dedans, dehors, artificiel, naturel, vous voyez le tableau. À la cour, les damoiselles et les damoiseaux sont en cage, que ce soit un pan albinos qui traîne dans les couloirs, Hamlet qui se travestit avec des plumes le temps d'un bal, alors que dehors, les oiseaux volent libres et en harmonie, représentant les aspirations de l'héroïne à s'évader de la cour et vivre libre. Tout un programme, à l'époque médiévale pour une gonzesse, vous vous en doutez. Le réseau d'opposition se trouve également avec les fleurs, entre les roses et les jardins du château, jusqu'au décor de tapisserie fleurie dans la chambre de la reine, où tout est artificiel et contrôlé finalement, et les prairies, bords de rivière ou fleurs sauvages, les jardins de Simple, où Ophélie aime traîner ses jupes. Au passage, l'histoire rappelle également l'ambivalence de la fleur. C'est joli, c'est décoratif, c'est éphémère, donc en même temps que la jeunesse, ça rappelle la brièveté de la vie, de l'amour et des plaisirs, mais aussi dans certains cas, ça peut être bougrement, fichtrement dangereux. Et là, on n'est pas juste dans les épines des roses, ouille ça picouille mon jacouille, on est carrément dans le mortel du poison de la belladone. Plusieurs scènes autour des fleurs vont se faire pendant. Gertrude et Claudius en train de s'embrasser passionnément, mais dans le péché et l'adultère, dans un faux jardin d'un coin de cloître, et quelques instants plus tard, autre scène de séduction, cette fois dehors, avec confession plus romantique et chaste d'Hamlet à Ophélie, dans un espace naturel. D'ailleurs, la majorité des baisers entre Hamlet et Ophélie, ainsi que leur séquence de mariage, se passera à l'extérieur, témoignant donc d'un amour sincère et pur entre eux, par opposition à l'amour corrompu entre la reine et Claudius. La métaphore du jardin ne reprend pas que l'amour des fleurs d'Ophélie, il poursuit la thématique présente dans la pièce même de Shakespeare, qui place la mort du roi et père d'Hamlet dans un jardin où il piquait un roupillon et qui aurait succombé à la morsure d'un serpent venimeux. En plein Danemark, ça pue quand même l'embrouille. D'autant que dans la scénette mise en scène par Hamlet à ce sujet, la mort au jardin avec serpent est immédiatement suivie de la scène de séduction de la reine, le coup classique du couple du péché dans le jardin d'Éden, le serpent, la tentation, tout ça. Et de fait, la première scène dans le film où petite Ophélie découvre les personnages principaux de la pièce, soit la famille royale, se trame autour d'un dialogue sur Ève tentée
par la pomme et la chute de l'humanité. L'arc d'Ophélie, c'est évidemment de découvrir l'artificialité de son univers, le poison sous les fleurs, l'amertume dans l'amour, etc. Ulseneur, c'est pas un jardin d'Éden, il lui faudra aller chercher ailleurs un endroit où cultiver son jardin et trouver son paradis. Mais enfin, depuis longtemps, les filles d'Ève ou autres Lilith ont été exonérées, rédemptées et réappropriées par les féministes, et donc penser que notre Ophélie, qui est le prototype de la femme en tant que victime, la jeune fille pure et innocente, donc la proie idéale, doit de nos jours devenir une independent woman badass, et là encore on va mesurer la différence pas radicale mais quand même bien notable entre la version 2006 du bouquin et la version 2018 du film. En 12 ans, les changements sont quand même assez marqués. C'est un détail, mais je le place quand même, la cour d'Elseneur va bien sûr sacrifier à un poil de diversité, donc Horatio, qui est décrit rouquin dans le bouquin, devient métis. Notez que Kenneth Branagh le faisait dans plusieurs de ses adaptations, donc c'est pas nouveau woke non plus et on va s'en remettre. Et on ajoute au passage une suivante également qui se fait menacer de viol, parce que si on peut en plus coller une teinte ratio-colonialiste, et ben on va pas se priver à partir des années 2010, alors qu'en 2000, et ben le bouquin n'y pensait même pas, ma bonne dame. Mais bon, ça c'est pas vraiment important, et je dirais même que c'est les années 2010, donc ça va pas bien loin, tandis que si le film était tourné de nos jours, autant te dire qu'ils y seraient pas allés de main morte dans le lourdingue. Non, d'autres choix vont être marqués et marquants, non seulement par rapport au premier matériau source, qui est la pièce de Shakespeare elle-même, mais aussi par rapport au bouquin de Klein. Comme auraient dit les inconnus dans le sketch sur la Révolution française, si vous adaptez l'adaptation de la Révolution par Alain Decaux que j'ai adapté moi-même, ça va être du n'importe quoi. Eh ben, on est en plein dedans. L'Ophélie de Klein va en effet s'émanciper par rapport à la victime Ophélie de Shakespeare, en étant décrite, tiens comme c'est curieux et pas banal, comme une espèce de garçon manqué, vaguement intello, qui va prendre son destin en main en nous faisant une Juliette mieux réussie que cette dernière, soit une fausse mort afin de se barrer de la cour pour se carapater en cloque à Saint-Émilion. Alors pas boire du pinard malheureusement, ni faire les vendanges, mais in fine donner naissance à l'enfant d'Hamlet. Non bâtard, car ils se sont mariés en secret avant que ça parte en sucette, pour s'intégrer à une communauté de bonnes sœurs, donc quasiment obéir aux vœux de son époux, qui, je le rappelle, lui recommandait de se barrer au couvent. Le roman respecte les scènes de Shakespeare où Ophélie faisait son apparition, ne lui fait pas assister à des choses où elle n'était pas, lui donne des connaissances forcément limitées sur les événements en fonction des personnes avec lesquelles elle discute ou des moments où elle est présente. Le roman utilise de nombreux passages directement empruntés à la pièce, et j'ajouterais qu'il fait un truc intéressant qui colle après tout au programme normalement du roman, c'est qu'il fait vivre l'héroïne en dehors du pataquès de la pièce de Hamlet. Alors que les événements se sont tragiquement conclus dans la salle du trône d'Elseneur, même joueuse joue encore, le roman n'est pas terminé, notre héroïne va continuer son histoire sur de très nombreux chapitres et on la voit s'installer progressivement dans une nouvelle vie et une nouvelle communauté en France cocorico, avec des questions liées à son destin, à la religion, à sa carrière, ce qu'elle veut faire de sa vie, son bébé, tout ça. Et le film fait autre chose. De très paradoxal en fait. Claire McCarthy n'a pas caché que son Ophélie avait été affectée par la performance de son interprète dans Star Wars. Ce n'est plus l'Ophélie de Shakespeare, c'est sûr, ce n'est plus vraiment tout à fait celle de Lisa Klein, c'est devenu Ophélie de Jakku. Alors la réal n'a pas complètement osé la mettre en mode de baston, un sabre laser à la main, mais des fois on se dit qu'on n'en serait pas très loin. Et par contamination, ça va également s'appliquer au personnage de Gertrude, qui est peut-être le plus affecté par la mise au goût du jour pour un public moderne, soi-disant qui veut davantage d'empouvoirment. Les reproches principaux que j'ai à faire sont donc les suivants, mais ils vont très logiquement ensemble. L'effacement des personnages masculins, l'arc de Gertrude et l'omniprésence d'Ophélie qui voit tout, sait tout et est toujours là au bon moment comme l'ami Ricoré. Ce que n'avait pas osé faire Lisa Klein, je le souligne, mais quand ta voix narrative est ton perso principal et que tu as envie de te faire plaisir avec certaines scènes, eh ben forcé que ton Ophélie, elle va manquer aucune scène. C'est trop! Beaucoup trop, Ophélie, les bons tuyaux. Alors elle sera là pour voir le fricotage de Claudius et Gertrude, pour voir passer Claudius le jour de l'assassinat du roi, et presque là pour la scène finale de la pièce où elle fait une apparition, tant qu'à faire, et où Claire McCarthy, qui a quand même le mérite d'avoir le nez creux, nous sort le coup des Force Bond, alors qu'on les découvrait presque un mois plus tôt dans Les Derniers Jedi de Ryan Johnson. Ne me dites pas que la scène où elle se retourne vers le château au moment où Hamlet meurt en semblant lui jeter un dernier regard n'est pas un Force Bond, je ne vous croirais pas. Parce qu'on
on est en 2018 et pas en 2006, il va se passer donc un phénomène omniprésent dans les histoires d'héroïnes actuelles, qui est l'effacement des persos masculins. Hamlet était le rôle titre, on va dézinguer Hamlet, interprété par le correct, mais très falot George McKay, et même si c'était du pur fun de voir Tom Felton alias Draco Malfoy dans le rôle de Laerte, quasiment tous les mecs, Clive Owen excepté parce que c'est Clive Owen quand même, sont très oubliables et pas engageants. Encore plus fort, alors que l'intrigue met l'accent sur la romance entre Hamlet et Ophélie, on n'y croit pas un instant, justement parce que le perso est tantôt bourrin, tantôt velléitaire, en tous les cas décevant de bout en bout, et qu'on se demande ce qu'Ophélie peut bien lui trouver, à part que c'est le prince, ce qui du coup n'est pas franchement terrible pour son portrait de femme indépendante et intelligente. Tous les mecs sont des gros nazes, voilà, à part le gentil Horatio, et comme il est casté diversité, tu sens poindre le commentaire possiblement vaseux sur le méchant homme blanc hétéro à abattre. Le roman développait davantage la relation entre les persos, ne tapait pas sur les mecs, et ne faisait pas d'Ophélie une héroïne qui savait tout et avait tout compris. Dans la scène de l'appât, où Ophélie et Hamlet sont observés par Claudius et Polonius, et où Hamlet se montre très cruel envers Ophélie, le roman ne prétend pas que la nana est dans la combine. Bien au contraire, elle se croit à ce moment-là sincèrement trahie et abandonnée par Hamlet. Si Claire McCarthy voulait affranchir Ophélie de l'histoire d'Hamlet, on se demande pourquoi elle n'a pas juste respecté l'histoire telle que la proposait Lisa Klein, qui faisait cet affranchissement en donnant à l'héroïne une histoire qui dépassait le drame d'Elseneur. Mais non, la réal refuse de dissocier Ophélie de l'intrigue de la cour, puisque le film va coller en fait exclusivement à l'intrigue développée dans la pièce. Alors qu'elle prétend dans le prologue avoir sa propre histoire indépendante à raconter et à faire passer à son enfant qui plus est, le film commence avec son entrée à la cour et s'achève sur sa sortie avec juste en note de bas de page le fait qu'elle ait eu un enfant d'Hamlet, une fille, et là aussi, pardon, on voit que le programme de Lisa Klein ne passe plus en 2018. Car si dans le roman Ophélie se barre bien en cloque de son union avec Hamlet, ce n'est pas d'une petite fille qu'elle accouche, mais d'un garçon qu'elle prénomme Hamlet, comme son père et son grand-père. Ça n'est évidemment plus possible en 2018, où tous les garçons doivent disparaître, ce qui est en effet le final que nous donnait Shakespeare dans une certaine mesure, et celui qu'a choisi de mettre en avant Claire McCarthy avec une réécriture de la scène qui en dit également très long. En effet, Ophélie va avoir un dernier échange avec Hamlet juste avant le duel, romance on vous dit, où elle lui demande de la suivre et renoncer à sa vengeance. Mais non, il veut pas, parce que c'est un gros con après tout, et donc elle se barre, laissant sans problème son frère et son mari s'entretuer parce que, je cite la réal, il faut s'affranchir des cycles de violence, c'est sûr. Donc tandis qu'Ophélie se barre en mode balèque, Claire McCarthy se permet une audace que n'avait pas osé le roman. Le film continue de déposséder Hamlet en ne lui permettant pas de tuer Claudius. Ben non, il meurt assez bébête après son égratignure au poison de Laerte et n'a ni le loisir de lancer ses derniers mots comme dans Shakespeare, ni non plus d'achever sa vengeance comme dans Shakespeare. C'est Gertrude qui le fera en mode Kill Bill alors qu'elle mourrait normalement après avoir accidentellement ingéré le poison destiné à son fils, ce que le roman respecte. C'est quand même du détournement pur et simple, jusqu'au fait qu'elle choisisse de se suicider et non juste glouglou je me suis trompée de peinte, parce que pas question qu'une femme ne puisse pas faire ses choix dans un film moderne. Et puis il y a le personnage de Mechtilde, la sorcière, qui devient dans le film on ne sait pas pourquoi, la sœur jumelle de la reine, séduite et abandonnée par Claudius, on sait pas non plus pourquoi, peut-être parce qu'après tout le rôle de la femme séduite et abandonnée était normalement celui d'Ophélie, et qui du coup se trouve vengée à la fin, parce qu'après tout on va pas se gêner. Le double de la reine, encore une fois inventé par le scénario du film, parce que si la sorcière existe, elle n'est pas la jumelle de la reine, participe d'un effet miroir entre les personnages. La version de Mechilde vieillie et abandonnée ayant perdu son enfant, vivant en paria dans les bois mais érudite, faisant pendant à la reine dans sa quête éperdue de jeunesse et beauté, vêtue de ses plus belles parures, aimant les récits légers et licencieux, aimant éperdument son seul fils. Avec entre les deux Ophélie donc, dont le destin vacille constamment entre les deux femmes. Devenir une femme de science ou devenir l'épouse du prince, être une guérisseuse ou une reine, vivre dans les marges, seule ou à la cour. Il y a plusieurs moments où Ophélie se pose en miroir ou pendant de la reine, dans les scènes de séduction, de bain ou plus particulièrement dans la scène de la tapisserie de Diane que j'avais mentionnée. Alors que quelques instants plus tôt, c'est Ophélie elle-même qui avait été surprise au bain par Hamlet, la reine s'est fait représenter, tout un scandale quand même quand on y pense, en déesse, dans une
attitude où elle se retourne vers le voyeur/spectateur, une pose qui est exactement celle que va avoir Ophélie quand Hamlet s'approche de la scène, dans un phénomène quasiment de mise en abîme ou de boucle bouclée. Mais encore une fois, la reine est dans l'artifice, le faux semblant, l'hypocrisie. C'est un simulacre puisqu'une représentation sur tapisserie, alors qu'Ophélie est bien vivante et incarne la nature. Notez au passage que c'est prophétique cette anecdote parce que ça pue pour les persos masculins qui approchent nos déesses. Que ce soit Claudius ou Hamlet, les mecs ne finiront pas mieux qu'Actéon, qui a été dévoré par ses propres chiens, et nos mecs ici s'entretuent quasiment les uns avec les autres. Du coup, avec l'histoire de Diane, l'opposition entre les femmes mérite d'être nuancée. En fin de compte, les deux femmes, voire d'ailleurs les trois, sont dans des liaisons secrètes ou illicites. Union hors mariage pour Mékilde, adultère pour Gertrude, ce qui n'est pas du tout le cas ni dans la pièce ni dans le roman, et mariage secret, qu'on pourrait presque qualifier de morganatique, dans le cas d'Ophélie. Entre les deux femmes, la voix d'Ophélie est censée être celle du milieu justement, en choisissant de se retirer de la cour, de sortir du game, de se couper les cheveux, geste symbolique s'il en est, et si son enfant n'est pas un bâtard, comme celui de Mékilde, car conçu dans une union sacrée, il est cependant élevé loin de la cour, contrairement à Hamlet. Il est regrettable que le film n'insiste pas sur la carrière d'herboriste et de guérisseuse, proche de la voix de Mékilde, vers laquelle Ophélie va s'orienter, mais comme toute l'ambiance du film tourne autour de la nature, on se retrouve avec un final Earth Mama dans les champs, avec le passage récurrent et symbolique des oiseaux qui volent en toute liberté. Alors je donne comme crédit à ce film d'avoir montré à la fin une Ophélie heureuse et dans une relation avec, supposément, le fruit de son amour. Sauf que l'amour est pas terrible, ce qui lui rend la tâche assez facile pour s'en remettre, Hamlet devenant limite un donneur de sperme acceptable, puisqu'il lui laisse une fille et lui permet donc de rompre, je recite la réal parce que c'est en effet pas anodin à mon avis comme formule, les cycles de violence. On nous donne un chouïa plus que dans l'ascension de Skywalker, mais en fait ça n'en est pas très éloigné. Alors que le film aurait pu et voire même aurait dû montrer des liens entre le frère et la sœur par exemple, ou on pouvait l'espérer entre les deux amants, et que chi, c'est pas du tout développé, il n'y a pas vraiment de complicité entre Laërte et Ophélie, il y en a presque davantage créé avec Horatio, et encore une fois on se demande comment les deux persos d'Ophélie et Hamlet sont tombés amoureux. Hamlet ne sait rien d'elle, elle ne sait rien de lui, et comme la tension sexuelle est à 0 voire à -12, on en vient à se gratter la tête. Ils sont ensemble parce que c'est Shakespeare qui le dit et puis c'est tout. Et donc en effet, osef un peu que le couple se sépare à la fin, on va pas verser une larmichette alors que c'est également le cadet de leurs soucis. C'est dommage, parce qu'il y aurait quand même eu matière et que le roman en effet développe davantage les moments de complicité entre les persos. Pour te dire, même la nuit de noces on l'aura pas. Ils se marient et elle se réveille seule au pieu. Ah bah, ça envoie du rêve. Du coup, heureusement qu'il y a les vieux, et ce alors même que, comme je l'avais rappelé, il n'y a pas de relation adultère normalement dans la pièce ou le roman avant la mort du roi. Et l'escamotage du perso-titre de la pièce de Shakespeare est tellement bien rendu que si vous vous intéressez un tant soit peu au poster et à la campagne marketing, on a Ophélie toute seule. Ok, on pouvait s'y attendre, mais aussi Ophélie en sandwich entre la reine et Claudius. Bon, sûrement parce que ce sont les deux grosses stars de la prod, certes, mais quand on te classe le film dans le genre romance, pardon, mais non, je ne comprends pas ce que vous avez cherché à faire. Romance solo, ça ressemble du plan A3, des fois sur les posters, mais quelle idée! Si Ophélie est un film romantique, alors c'est davantage à comprendre dans le sens romantique 19e, soit un amour pour le médiéval, la mélancolie, la présence de la nature, l'aspiration à la liberté et à défier les conventions. Alors dans ce cadre, je dis oui, le film est romantique et il est en effet séduisant, mais ne vous attendez pas vraiment, ou même pas du tout, à une histoire d'amour. Et cela dit en passant, elle n'était pas terrible non plus dans la pièce, car là aussi c'était de l'ordre de l'anecdote. En bref et en clair, faut-il voir Ophélia? Oui pour le look et le style, et pour Daisy Ridley, mais donc avec le regret de ne pas lui avoir donné, à croire qu'elle le cherche ou qu'elle soit maudite, une belle romance échevelée ou passionnée à laquelle on aurait pu somme toute s'attendre. Ça n'empêchait pas une émancipation finale pour l'héroïne, on n'a jamais rien contre la résilience, on savait qu'Hamlet allait crever, ils n'allaient pas nous sauver les deux, mais de même que donner une nana quiche à un héros, ça enlève de sa superbe, je suis personnellement intimement convaincue que refourguer à ton héroïne un mec insipide dans une vague romance aussi quelconque que de l'eau de vaisselle, ça n'ajoute rien à son parcours, aussi belles soient les images et quelle que soit la manière dont tu vas marteler ton message. Après, bon, je vais être honnête, je pense que
Ophélie, ce sera toujours vendeur quel que soit le format, parce qu'il y a quelque chose de fascinant et de définitivement ancré dans l'inconscient collectif, dans la représentation d'une jolie fille dans l'eau au milieu des fleurs. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a qu'à voir dans les musées, on ne s'en sort pas. Voilà, j'espère que celles qui guettaient l'épisode n'ont pas été trop déçues de ce retour, qui était quand même globalement bon, même si nuancé. Si vous ne savez pas quoi me laisser comme commentaire, je prends les emojis fleurs, ça fera joli et ce sera toujours bon pour les algorithmes. Merci de tout cœur d'avoir suivi cet épisode. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Merci à ceux qui s'abonnent et on se dit à très bientôt.